des Républicains. Et on va parler un peu aussi du Front National, un peu beaucoup, avec Guillaume Pelletier, qui est député Les Républicains du Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour. Et qui a gardé aussi un mandat quand même au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Alors, la ZAD de Notre-Dame-de-Landes qui est en cours d'évacuation, les facs qui sont en cours d'évacuation, les cheminots et les fonctionnaires qui n'arrivent pas à mobiliser sur le terrain. Le gouvernement progresse dans son action? Il n'y a pas tellement de résistance en fait en face de lui. Oui, je crois que la question ne se pose pas pour moi en ces termes. Ce qui me marque beaucoup, et je pourrais revenir sur chacun des points que vous venez d'évoquer, c'est qu'Emmanuel Macron, au fond, c'est le président de la com, de la frime et donc du vide. Oui, mais c'est-à-dire que la ZAD, quand même, on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous promettait. Alors, on devait faire... Attendez. Ils évacuent quand même. Allons toujours... Fuyons l'immédiateté. Allons au fond des choses. On nous avait dit il y aura un aéroport. Pas d'aéroport. On nous avait dit ça va être évacué en février. Puis en mars. Puis en avril. Puis ce sera très rapide et très efficace. Il y a des blessés. Il y a des violences. Il y a un laxisme d'État. Il y a un laxisme d'État en France. Oui, bien sûr. Sur la question des facultés, regardez les différentes interventions des présidents d'université, écoutez la colère d'une majorité d'étudiants qui n'a pas pu passer ses partiels. Non mais ici ou là, je ne dis pas que c'est la faillite générale. Je dis que dans les quartiers populaires, que dans les facultés, qu'à travers la ZAD, à travers les images inacceptables de Pau, de Grenoble, de Marseille, vous voyez bien que la France est fragmentée et fracturée. On va prendre les choses autrement. Est-ce que vous êtes pour l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Évidemment, et rapidement. Est-ce que vous êtes pour Parcoursup, le nouveau mode d'orientation, on va dire, des élèves pour aller à l'université? Non, parce que c'est l'entre-deux. Assumons les choses. Il fallait carrément la sélection. Mais alors là, c'est pas des facs, c'est pas quelques facs que vous auriez bloqué, c'est tout le système. Mais pas du. Non mais attendez. Est-ce qu'on écoute les minorités quand on fait de la politique ou est-ce qu'on sert le bien commun et l'intérêt général? La vie est une sélection. D'accord. Il faut dire, bien entendu, vous savez, j'ai été professeur. Est-ce qu'il ne faut pas passer par des paliers? Avant d'être chef d'entreprise et parlementaire, j'étais professeur d'histoire-géographie. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller par paliers? Mais bien sûr, mais dès le collège. On a voulu créer un système en France où de la 6e à la terminale, on met tout le monde au même endroit avec la même formation. Vous êtes contre Parcoursup. Quel est le grand enjeu sur l'éducation? Je veux juste répondre là-dessus. Moi, je souhaite que dès le collège, on sublime les formations professionnalisandes, l'apprentissage et le travail manuel. Tout le monde n'a pas au lycée. Arrêtons de vouloir faire des jeunes Français des clones. La réforme de la SNCF, vous êtes pour? Ça dépend laquelle, Yves Tréhard. Soyons précis. De celle qui est en cours. Réformer le statut, oui, mais disons la vérité aux Français. Est-ce que cette réforme va régler la question de la dette? Non. Non, parce que la dette Est-ce que cette réforme va régler la question des lignes du quotidien qu'on emprunte chez moi dans mes territoires? Non. C'est à vous de les gérer. Un exemple, je vous donne un exemple, je vous ai fait une proposition. La SNCF, c'est 50 milliards d'euros de dette. Les Français payent chaque année à la SNCF et donnent un chèque de 3 milliards 300 millions d'euros pour payer les retraites des cheminots. La seule solution pour la SNCF, c'est de supprimer le régime spécial des cheminots de retraite. Mais attendez, ça va venir, puisque c'est prévu. Ça va venir. Mais non, mais c'est prévu dans la réforme des retraites. Non. Soyez pas de mauvaise foi comme ça. Non, soyez de bonne foi. Est-ce que c'est dans la réforme actuelle? Non. Non, mais je l'ai étudié au Parlement. On vous a dit vous inquiétez pas, ça viendra en 2020-2021. Non, avant, la réforme des retraites. Chaque sujet. Qu'est-ce qu'on nous a dit en novembre dernier? Le pouvoir d'achat des Français va augmenter. Qu'est-ce qu'on apprend depuis janvier? 4 milliards 500 millions de nouveaux impôts. Vous voyez bien qu'il y a un double discours entre les paroles de Macron de déficit excessif à Bruxelles. Vous êtes content? La France sort de cette procédure de déficit excessif. Ah non, moi je vais vous dire, je veux qu'on sorte depuis 25 ans de ce délire imaginé, je ne sais par qui, par quelques technocrates à Bruxelles qui créent des règles absurdes. Je ne crois ni en l'obsession de la dette et de la dépense publique, ni en l'austérité. Je crois en une politique d'investissement. Et je n'accepte pas que des technocrates non élus décident à la place des politiques. Est-ce que la France, Guillaume Pelletier, va mieux aujourd'hui que l'année dernière, à la même époque? Non. On lui fait croire qu'elle va mieux. C'est ça, moi, ce qui m'inquiète le plus. Vous savez, je suis élu du Loir-et-Cher. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation du communautarisme, poursuite du terrorisme, mais partout. Mais partout, il y a des inquiétudes. Partout, il y a des quartiers populaires. À Blois, à Romorantin. Il existe depuis 2012. Hein.
Mais depuis longtemps. Mais est-ce que je viens de dire qu'Emmanuel Macron était le responsable de tous nos maux? Non. Je dis que sous couvert de Nouveau Monde, Emmanuel Macron s'agite, annonce, parle, bavarde, mais n'agit en rien en profondeur. Bavarde, et néanmoins, on voit que dans les sondages, dans les études d'opinion, vous n'arrivez pas à vous rendre audible, à être accepté et à être des niveaux corrects parmi les Français. D'abord, il nous faut du temps et il faut beaucoup d'humilité. Le président a été élu des Républicains au mois de décembre. Bien sûr. Moi, je crois en Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est solide, il est courageux. D'accord. Est-ce que Emmanuel Macron en 2012, est-ce que Nicolas Sarkozy en 2002, est-ce que Jacques Chirac en 1988 ou 90, 5 ans avant leur élection, étaient des personnalités populaires? Non. La politique, c'est l'art de la maîtrise du temps. Le premier enjeu que nous avons avec Laurent Wauquiez, c'est de refonder idéologiquement la droite française. Le combat que je mène avec lui, c'est que nous voulons une droite, forte sur les questions régaliennes, sur l'ordre et l'autorité, et une droite sociale, c'est-à-dire protectrice de nos agriculteurs, de nos classes moyennes. Les mots changent souvent à droite alors, parce qu'avant, notre génération, libérer les carcans. C'était libérer les carcans quand on écoutait M. Fillon, quand on écoutait M. Sarkozy. Donc on ne libère plus les carcans. Il faut les deux, l'équilibre. Libérer et protéger. Libérer les énergies, libérer. Entendu dans la bouche de Macron. Libérer, oui, mais il fait l'inverse. Libérer les entreprises, mais protéger nos classes moyennes, nos fonctionnaires, nos instituteurs, nos agriculteurs. Dans un an, il y a des élections européennes. Vous savez, ce qu'il faut, c'est la droite de l'ordre juste, cet équilibre. Dans un an, il y a des élections européennes et eh bien, on entend des discours qui sont un peu distincts à l'intérieur de notre famille politique. Madame Calmels, qui dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec votre vision de l'Europe. Monsieur Philippe Juvin, eurodéputé, grand médecin à Paris, et qui dit « Je crains que les Républicains se fracassent sur ce scrutin ». Est-ce que vous allez pouvoir, entre ceux qui sont un tantinet souverainiste comme vous et les autres qui sont plus pro-européens, eh bien vous entendre? Mais évidemment. Et c'est un partisan du non. Moi, j'ai voté non en 2005. Et j'en suis fier. Parce que l'Europe telle que se construit depuis 20 ans va dans la mauvaise direction. Et paradoxalement, je suis profondément européen. Et mon nom de 2005 vaut aujourd'hui pour un oui à une nouvelle Europe. Mais moi, je tourne la page du fédéralisme et du souverainisme. Ça n'a plus aucun sens. Je veux demain une Europe qui protège. Vous dites la même chose avec Mme Calmels? Mais je suis persuadé qu'avec Virginie, avec Damien, avec Laurent Wauquiez, c'est notre détermination. Mais bien sûr, et puis je suis sûr qu'on rassemblera. Il n'est pas d'accord. On est à un an, on débat. Non, on est une grande famille politique. La ligne que nous avons fixée avec Laurent Wauquiez, c'est que nous souhaitons édifier une Europe qui protège, nos intérêts commerciaux. Vous avez vu ce qui vient d'être décidé ce matin? Bruxelles vient d'annoncer que pour tous les traités commerciaux à venir, il n'y aura plus besoin de l'accord des parlements nationaux. C'est cette Europe dont nous ne voulons plus. Nous voulons une Europe des nations et des peuples. Qui va conduire cette liste éventuellement, vous le savez? D'abord les idées. D'accord. Les égos après. On verra. D'accord. Les idées, le fond, le projet. Le discours. D'abord le projet, après l'homme. Sauf que c'est toujours le contraire qui se produit. On est bien d'accord. Vous voyez que je suis cohérent. Moi, je ne vous parle pas des hommes, je vous parle des idées et du fond. Et je peux vous en parler à l'infini. D'accord. Bon, alors, Madame Marion Maréchal Le Pen, qui s'était un peu retirée de la politique, revient, non pas sur le devant de la scène, mais elle revient quand même dans l'actualité. Elle crée une école de sciences politiques. On regarde les sondages, elle est extrêmement populaire, y compris dans votre famille politique. Vous redoutez qu'elle revienne sur le devant de la scène? Ah non, pas du tout. J'observe avec beaucoup de gourmandise la passion conjointe et d'Emmanuel Macron et des commentateurs pour s'inventer les oppositions de leur choix. Le rêve de M. Macron, c'est d'avoir face à lui Mesdames Le Pen ou M. Mélenchon. Le défi qui est le nôtre avec Laurent Wauquiez, si nous sommes en capacité de construire une droite solide, courageuse, audacieuse, c'est de parler à nouveau à une majorité de Français. Je vais prendre un exemple. Le plan banlieue dont on parle beaucoup depuis 24 heures. Vous avez d'un côté ceux qui disent qu'il ne faut rien faire, et de l'autre, avec les 40 ans d'échec, ceux qui disent ce qui compte, c'est de mettre des dizaines de milliards d'euros. Et Dieu sait que j'ai de l'estime et de l'affection pour Jean-Louis Borloo. La vérité sur les banlieues, disons-la. Premièrement, il nous faut régler avec fermeté le communautarisme islamique. Deuxièmement, il faut rétablir l'ordre et l'autorité. Mais voyez, qui parle des égos et des ambitions? Non, mais moi, je vous demande parce que quand on regarde les idées de Marion, Madame Marion Le Pen, elle veut plus de Le Pen d'ailleurs, Marion Maréchal. C'est la honte de sa famille, c'est une héritière. Elle défend quand même pas mal d'idées que vous défendez vous. Et que défend Laurent Wauquiez. Je vois bien que les commentateurs
sont passionnés par les querelles d'ego et les futures ambitions. Nous ont fait d'ailleurs exactement la même histoire il y a 10 ans avec Madame Marine Le Pen qui devait tout gagner sur son passage. On en a vu les conséquences. La question, c'est pas nos concurrents. La question, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez travailler ensemble ? Non, si nous sommes en capacité de construire une droite forte, protectrice, nouvelle, alors ces questions-là, et entre autres celles de Madame Marion Le Pen, ne se posera pas. Parce que les Français attendent une droite de gouvernement, mais qui tient ses engagements et qui applique ses promesses. Pourquoi vous tenez à l'appeler Marion Le Pen alors qu'elle ne veut s'appeler que Marion Maréchal ? Pourquoi elle est dans le paysage politique, à votre avis ? C'est pas moi, j'en sais rien, elle a été élue. C'est pas parce que tu es une héritière, elle a été élue. D'accord. Bah oui. Elle a apparu comme ça. Bah moi je vous parle de ce que je vois, c'est ce qui est objectif. Demandez aux Français. Elle a été élue. Moi je préfère les méritants aux héritiers. Et le grand combat que la droite doit mener, c'est une droite justement qui protège toutes celles et ceux qui veulent réussir, à l'inverse de M. Macron, qui défend ceux qui ont réussi. Des choses qui sont semblables, comparables, assimilables à ce que vous dites, notamment sur la défense de la culture française, de la nation, de l'héritage, d'une certaine façon, judéo-chrétien de notre pays. Est-ce qu'elle ne dit pas la même chose? Il y a chez M. Macron, il y a chez M. Mélenchon, il y a chez M. Bayrou, il y a chez Mme Le Pen des choses parfois qui me parlent et qui m'intéressent, bien entendu. La question n'est pas là. La question c'est quelle France nous voulons demain? Bien sûr que nous voulons une France fière de son histoire, de ses racines, de son identité judéo-chrétienne. Moi, je suis fier d'être français. Je crois au patriotisme, je crois à l'autorité, je crois au respect. Mais je veux aussi une droite crédible, capable de gouverner, contrairement aux extrêmes du Front National et de la France insoumise, qui palabre, qui bavarde, qui commente, mais dont chaque Français sait qu'ils n'ont pas les recettes pour redresser notre pays. Et moi, avec Laurent Wauquiez, avec l'ensemble de notre famille... sont les mêmes que celles du FN. Hein. C'est plutôt le Front National qui a copié le RPR. Mais bien sûr que chez les Républicains, nous ne nous positionnons pas par rapport à ce qui se passe à gauche ou à droite. Avec Laurent Wauquiez, nous assumons sur le terrorisme la volonté d'expulser les étrangers fichés S, la volonté d'interner de manière administrative. Mais comme les Français, Yves Tréhard, comme les Français. Vous savez, moi, à chaque fois quand je fais des propositions, on me dit on dirait Mélenchon. Macron l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure. Mesdames Le Pen le disent. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Français. Ce sont nos compatriotes. Ce qui vous distingue des autres, c'est pour ça. C'est extrêmement clair. Une droite régalienne, forte, emplie d'autorité sur les questions qu'on vient d'évoquer, et une droite capable de réinventer un message économique et social. C'est-à-dire non à l'ultralibéralisme, non au socialisme. Écoutez-moi bien sur un certain nombre de propositions, et oui à la valeur du mérite. En un mot, la droite de demain, à l'inverse de M. Macron, c'est la droite qui doit protéger, soutenir, aider, accompagner ceux qui veulent réussir. Les seconds, les 10e ou les 50e de cordée, et pas uniquement ceux qui ont déjà réussi. Vous arrivez au pouvoir, vous rétablissez l'impôt sur la fortune, sur les valeurs mobilières? Non, je pense qu'il nous faudra d'abord une flat tax, comme le propose d'ailleurs un certain nombre de pays européens, sur l'ensemble de la fiscalité. Un plafond sur toute la fiscalité, et entre autres... Comme en Russie. Flat tax. Comme dans une quarantaine de pays dans le monde. C'est-à-dire dire à nos compatriotes... Il y a peu de démocratie qui pratique la flat tax. Il est indispensable désormais qu'il y ait un plafond de fiscalité. Aujourd'hui, les classes moyennes et les travailleurs n'en peuvent plus. L'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune, sur les valeurs mobilières. À l'inverse de M. Macron, je souhaite que les impôts idiots soient intégralement supprimés. Vous ne m'avez pas répondu. Mais si, je vous réponds. Il est donc absurde d'avoir supprimé l'ISF. Pour l'immobilier aussi, il faut le supprimer. Exactement. D'accord. Et l'exit tax, vous la rétablissez? Ah oui, parce que ça, c'est une question de justice. Quand on fait des profits et des plus-values en France, on paye des impôts en France. Je crois aussi au patriotisme fiscal. Et la flat tax sur le revenu, les revenus du capital? Mais je pense qu'il faut une flat tax pour tout. Comme l'a fait Macron. Comme tout. Mais vous rigolez. 20%. Mais il l'a fait pour qui? Uniquement pour les mêmes, uniquement pour les puissants. Non. Quel que soit vos revenus du capital, vous êtes Emmanuel Macron, vous le savez, c'est le président des injustices, des inégalités et des puissants. Nous voulons une révolution fiscale avec Laurent Wauquiez pour tous les Français, et en particulier et prioritairement pour les classes moyennes et les travailleurs. Vous êtes en train de me dire qu'il est plus à droite dans la conscience collective française que vous? Emmanuel Macron est un président ultralibéral que je combats, parce que je combats l'ultralibéralisme. Moi, je veux la droite de la justice sociale. Voilà, c'est dit, c'était Guillaume Pelletier. Et on continue avec vos questions, chers internautes, avec Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans le studio.
Jérémy Pontieux, bonjour. Oui, bonjour Yves, bonjour Monsieur Pelletier. J'avais une première question de Marie-Claude Seigle qui nous dit « Les médias cassaient Nicolas Sarkozy, ils ont cassé Fillon, ils cassaient Laurent Wauquiez avant qu'il soit président des Républicains. » C'est son regard. Ne craignez-vous pas que quoi que fasse la droite, qui que soit son candidat en 2022, les élections soient perdues d'avance? Non, c'est jamais perdu d'avance. Qu'il y ait une volonté du système politique et médiatique d'empêcher l'émergence d'une véritable opposition d'une droite républicaine et parlementaire, c'est incontestable. Il y a un système médiatique. Mais bien sûr. On ne peut pas dire du mal d'Emmanuel Macron et on ne peut pas dire du bien de Laurent Wauquiez. C'est ce que vous devez faire pendant 13 minutes. Hein. Ah, mais je vous remercie, et c'est assez exceptionnel. Et vous notez d'ailleurs que la première question de votre téléspectatrice, c'est de poser celle-ci, parce qu'elle a dû être étonnée d'entendre enfin une parole libre sur le sujet. Autre question, il y a eu récemment donc 2 élèves violents, âgés de 5 à 6 ans, qui ont perturbé 3 ans de la vie d'une école dans la Loire. Le proviseur, enfin le directeur de l'école a décidé de fermer l'école. Pourquoi ne pas les envoyer en institution où ils pourraient progresser plus rapidement, nous dit Alan.2. Bien sûr, on a une grande difficulté. J'ai été maire d'une commune rurale. D'abord, j'ai une admiration sans borne pour tous nos instituteurs et institutrices qui font un travail extraordinaire dans nos territoires. Je crois à l'école de la République. Mais notre école de la République est abîmée systématiquement par des petites minorités. Et là où la République a failli, c'est qu'elle n'a pas su créer dans chaque département des internats d'excellence ou des réussites, comme je vais être très clair, Espérance banlieue, qui est une remarquable réussite en banlieue parisienne, c'est-à-dire recréer des écoles pour celles et ceux qui sont en difficulté pour réapprendre les bases du respect, du savoir-vivre. En l'occurrence, il aurait fallu les extraire de... Bien sûr, il faut savoir, avec beaucoup de respect d'ailleurs et d'empathie, pour les sauver. Pour sauver d'abord ce qu'ils sont, et puis pour permettre à ceux, aux autres de continuer. C'est le rôle de la République. Et très souvent, on est pénalisé par l'incapacité structurelle de la République à penser à ces minorités. Je reviens sur le projet de loi de réforme ferroviaire qui arrive en séance à partir du 29 mai au Sénat. Tout 55-74 trouvent que le vote du Sénat est trop long, que la grève aurait pu être bien écourtée. Est-ce que vous trouvez cela également trop long ? Qu'il y ait des débats parlementaires parfois interminables, c'est certain. En même temps, les mêmes nous diraient on a besoin de contre-pouvoir dans notre pays. Le président et l'exécutif ne peuvent pas avoir toutes les responsabilités et la maîtrise aussi de l'agenda. Je pense qu'on peut continuer à faire des efforts, mais que les oppositions puissent s'exprimer pour amender, améliorer et corriger, c'est aussi sain dans une démocratie. Janine, elle nous dit autant la position du parti, donc les Républicains, est très claire concernant le FN, autant elle reste floue à propos d'alliances électorales éventuelles avec LREM. Qu'en est-il ? Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances, notamment pour les municipales, par exemple ? Mais vous me parlez d'un scrutin, j'ai été maire. Il y a 2 ans, dans 2 ans. Hein. Oui, qui est si particulier. Croyez-vous une seule seconde qu'un maire sortant, ou avec la volonté d'entrer, constitue sa liste en fonction des étiquettes partisanes? Absolument pas. C'est méconnaître profondément le système français. Nous, notre position est très claire avec Laurent Wauquiez. Pas d'alliance avec le Front National, pas d'alliance avec En Marche. Pour tous les scrutins structurants de la vie politique française, l'élection présidentielle, les élections législatives. Une élection municipale, c'est une élection si particulière. Nous serons intraitables sur une idée, c'est que nous investirons des têtes de liste qui sont loyales à notre formation politique. Ensuite, à chaque tête de liste, en fonction du terrain, de sa sensibilité, des projets qu'il porte, d'ouvrir et d'élargir. D'accord. Dernière question. Dernière question, le patron de LR, Laurent Wauquiez, organise un week-end de mobilisation de ses troupes sur le terrain le 9 et le 10 juin. C'était les informations du Figaro. Doit-on comprendre, dit FRA 14, que d'habitude, ces élus ne sont pas sur le terrain concrètement? Que va apporter ce week-end de mobilisation? Alors ça se passe où, ce week-end de mobilisation? Vous savez, c'est très simple. D'abord, on est sur le terrain, outre l'Assemblée nationale, 5 jours sur 7, samedi et dimanche inclus. Je tiens à rassurer tous ceux. Venez nous voir en circonscription, venez nous voir sur le terrain. Vous vouliez dire 7 jours sur 7? 5 jours sur 7 sur le terrain, parce qu'il y a l'Assemblée nationale, il y a le vote des lois, etc. Ouais. On a décidé que les 9 et 10 juin, ce serait un week-end particulier de mobilisation, c'est-à-dire que toute l'équipe dirigeante, tous les élus du parti vont animer des réunions publiques dans les 95 fédérations françaises. Donc c'est un coup de projecteur particulier sur le terrain. On sera non seulement dans nos fédérations, donc dans le Loir-et-Cher, et chargé d'aller dans un département limitrophe. Chacun. Voilà, chacun. Donc c'est un coup de projecteur pour montrer que nous sommes un parti en bonne santé, avec des centaines de milliers de sympathisants. Combien d'adhérents actuellement? Un peu plus de 250 000 de mémoire. Ah oui. Et surtout, comme le disaient les sondages, c'est toujours important, on a 6 millions de sympathisants. 6 millions de Français s'estiment sympathisants des Républicains. C'est à eux que nous allons nous adresser. C'était Guillaume Pelletier qui répondait aux questions du talk Le Figaro. Merci Guillaume Pelletier de vous être prêté au jeu. Merci Jérémy Pontieux d'avoir vous êtes fait le médiateur de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.